Rosine Aïssi, à Pointe-Noire. Emila façonne les silhouettes comme on recoue ses blessures. Stylite brillante et femme de foi, elle avance entre solitude et espérance. Habitée par les paroles d'un père disparu et par le désir d'un amour sincère, une rencontre troublante, puis l'effervescence de la Fashion Week font irruption dans son quotidien et la conduisent vers un homme dont la prestance et la ferveur semblent répondre à toutes ses attentes. Peu à peu, Emila se laisse convaincre, s'éloigne de ses repères, jusqu'au jour où les silences, les absences et les incohérences fissurent l'illusion. Bref, un peu plus que je vous laisse découvrir dans cet échange. Bienvenue, Madame Rosine Aïssi. Merci Hello, Cindy. maman. J'allais dire Isola au lieu de Cindy, mais je vais dire Cindy. Alors, Isola, c'est mon deuxième prénom pour ceux qui ne savent pas. Alors, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Écoute, je suis tellement fière d'avoir cette œuvre entre les mains et cette magnifique couverture, hein. Cette œuvre a été totalement pensée depuis le Congo, il faut se le dire, et publiée par les éditions G d'encre à l'international. Donc voilà, je vous en dirai plus. Mais comment est-ce qu'on commence? Comme je disais sur mon profil, tu es bien connue. Parce que j'ai l'habitude de te poster, de te publier. Je t'ai fait découvrir également de par les réseaux de À nous l'avenir, C'est ça. où donc le Congo a pu être en immersion avec toi lors de la période Covid, où on a découvert donc ta pharmacie, ta famille. C'était vraiment un grand voyage, hein. Mais je veux te donner l'occasion de te représenter aujourd'hui parce que là, tu es encore une femme qui a encore plus évolué et qui a beaucoup à dire avec le temps qui est passé. 6 ans quand même déjà. Ah oui, quand même. Hein. Ah Ouais, oui. ça fait beaucoup. 6 ans depuis Covid. Bah écoute, en 6 ans, Roselyne a ici, ça n'a pas changé. L'identité, tout à Ouais, fait. voilà. Toujours mariée, maman de 4 enfants maintenant. Là, il y a eu un plus un Ah oui. Et le quatrième, c'était à quel âge? à 40 ans. Ah ouais, À 40 ans. incroyable. Ouais, donc voilà, pharmacienne, donc toujours entrepreneur, donc créatrice toujours de mode avec ma marque Etia. Le concept Cotéa qui a existé il y a 6 ans, non, il n'existait même pas encore, je crois que parce que c'est né en 2021. Non, Non, donc Cotéa, orienté parentalité éducation, la plateforme Morija. Alors, côté A, c'est en plus de la mode, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. C'est une autre casquette encore. Voilà. Et donc la plateforme Morija, en fait, qui est une plateforme orientée reconstruction, blessure de l'âme. Et c'est vraiment aujourd'hui ma casquette d'écrivaine, en fait, que tu as présentée dans ton introduction, sort justement de Morija. Voilà. D'accord. Parce que mon livre est orienté justement reconstruction. Comme je disais, c'est à travers donc tes observations, les femmes avec lesquelles tu as échangé, mais aussi un peu de ton expérience, bien sûr. C'est ça, forcément, parce qu'en fait, tout ce que je conçois, tout ce que je crée, en fait, naît forcément du storytelling, tu vois. Quand je me lance dans la mode, c'est que je rentre au Congo et je me dis, mais à chaque fois qu'il faille que j'achète un vêtement, pourquoi est-ce que je dois faire venir de l'étranger? Tu vois, je me dis, c'est dommage parce qu'en fait, le Congolais est censé être un sapeur ou la Congolaise, et c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment de marque, que le milieu de la mode soit autant fermé, en fait. Et c'est là que du coup, je décide au départ avec une amie de me lancer. Et aujourd'hui, en un peu plus de 10 ans de retour au Congo, je suis bien contente de m'être lancée dans cette expérience-là, mode. Et pareil pour Cotéa, parce que Cotéa en Lingala, donc c'est enseigné. Et là, pareil, ça vient aussi, pareil, d'une remarque, tu vois, d'un malaise comme ça que j'avais concernant l'éducation et la notion de parentalité, de mon côté binational ou mon côté aussi maman ripate, tu vois, avec une culture un peu trop occidentalisée, mais qui revient chez soi. Donc, j'ai cherché un équilibre entre, justement, la transmission de l'afro-conscient, d'une éducation quand même avec des racines africaines à mes enfants, pour ne pas leur donner sur un territoire congolais, chez moi, une éducation entièrement occidentale ou un peu trop. Pareil pour Morija, je lance cette plateforme pendant une période de deuil, où là aussi, émotionnellement, c'est un chamboulement total. Et je recherche un équilibre que j'ai perdu. Et donc là, je mets cette plateforme en place. Et en fait, à chaque fois, je me dis que si moi, j'ai un problème A, c'est que quelqu'un d'autre a le même problème que moi. Exactement. Donc la solution que je vais aller chercher, si elle me sert à moi, c'est qu'elle servira à quelqu'un d'autre. Donc toute l'écriture de mon livre, en fait, tourne autour de ça, en fait. Et donc mon livre, je sais que tu vas me poser la question en me disant « Ah, c'est une autobiographie », comme beaucoup me la posent. Oui et non.
Parce qu'en fait, je parle d'un chagrin d'amour, et en fait, qui n'a pas vécu de chagrin d'amour? Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je pense qu'en 43 ans, il y a forcément, sur la surface de la Terre, 99% des gens qui ont... Chagrin d'amour, là, c'est Goumin. Goumin. Comme il y a eu sur les réseaux sociaux, je pense il y a quelques mois, là, Goumin. Et même la définition qui a été apportée. Ouais, les Ivoiriens se sont dit, ah, ça, c'est notre mot. Voilà, il y a eu une battle d'appropriation du mot Goumin. Donc voilà, je l'ai écrit dans une période de deuil, mais si j'écrivais sur le deuil, je faisais une sélection naturelle. Si je faisais un livre sur la perte de mon père, parce que moi, c'était mon cas à moi, je faisais automatiquement une sélection naturelle. Moi, je voulais un livre universel. Et le chagrin d'amour, le Goumin, ça, c'est un sujet universel, tu vois. Et généralement, dedans, tu as toutes les blessures de l'âme. Tu as la trahison, tu as le rejet, tu as l'abandon, tu as l'humiliation, tu as l'injustice, tu as tout dedans. Et je voulais tellement que le roman soit universel que je suis partie sur cette thématique-là, parce que je savais aussi que ça toucherait autant à l'homme qu'à la femme. Bien sûr. Et en fait, c'est également une leçon sur la notion de rupture. Parce que dans les ruptures, il y a les silences qui s'observent, il y a le retour justement à son soi, son intérieur, les introspections qui nous mènent à devenir les meilleures versions de nous-mêmes et avoir un meilleur regard sur l'extérieur. C'est ça. Et donc, c'est pas seulement universel parce que ça va se rapporter au cœur, mais à l'entièreté du parcours de vie, en fait. Exactement. D'où le fait qu'on parle de chemin. Chemin. Le chemin d'Iméla. Je vous représente encore cette belle couverture. Alors, vous pouvez trouver à la Fnac, ici à Brazzaville, en ligne également sur Amazon. Je le dis déjà parce que je sais que quand on le voit, on veut déjà chercher. Et comme de nos jours, là, c'est difficile de capter vos attentions, allez déjà chercher avant même de chercher à quitter ce podcast. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je voudrais revenir sur les différentes étapes de ta vie. Tu as parlé du mot répate. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur les podcasts de l'Afrique de l'Ouest, mais on entend un peu moins en Afrique centrale, comme s'il n'y avait pas de modèle de répate ici. Moi, j'en suis un et tu en as été un avant moi, un modèle pour ça. Ce qui a été intéressant dans ton parcours, c'est que tu es rentré au Congo, te disant que c'était le bon moment pour toi de rentrer, d'ouvrir la pharmacie, etc., de continuer ce que tu avais commencé donc en Occident, même au niveau de ta vision. Et puis, tu t'es retrouvé à devoir repartir. C'est très rare, ça, comme parcours. Et aujourd'hui, tu es encore là. Donc, explique-nous, en fait. Et je pense que mon premier retour, je ne m'étais pas préparée. OK. Tu vois, je pense que rentrer chez soi, on a l'impression, on se dit, on rentre chez soi, et donc forcément, c'est acquis parce qu'on rentre chez soi. Mais en fait, non. Surtout quand on a été pendant longtemps à l'extérieur, finalement, on a un peu déraciné. Et donc, pour moi, il fallait vraiment une réelle préparation. C'est pas la même chose de venir en été tout le temps, 2 semaines, 3 semaines. Non, c'est pas ça. Parce que quand on rentre, on fait vraiment face à des réalités qui sont autres que celles d'où on vient. Et la première année, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile parce qu'au bout de 6 mois, je tournais un peu en rond. Je me disais, je vais jamais tenir. Je ne vais jamais tenir. C'était quoi qui te faisait penser que tu vas jamais tenir? Mais en fait, plein de choses dans mon quotidien. Déjà, l'impression d'être chez moi sans être chez moi. Inconsciemment, les gens vous ramènent à la notion de tu es étranger. Tu vois, c'est tu parles pas comme nous. Non, mais ici c'est comme ça. Mais il faut supporter. Hein. Mais ici c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui, mais pourquoi vous me dites à moi ici c'est comme ça? Tu vois, c'est ce sentiment de te dire en fait t'es pas chez toi. Tu vois, donc fais comme nous on fait chez nous. Et il y avait plein d'autres choses aussi à côté dans le quotidien que je pense que je n'avais pas intégré dans la case retour comme il fallait. Donc moi je suis repartie à 1 an. Mais en même temps, j'étais enceinte aussi de mon 3e enfant. D'accord. Et donc, je suis repartie 1 an, voilà, pour mieux me préparer, pour mieux me formater, pour mieux formater aussi les enfants. Parce qu'à l'époque, l'aîné avait 4 ans, mais je pense qu'on l'avait pas préparé aussi au retour. Parce que lui aussi il n'a pas très bien vécu aussi le fait d'être venu. Et on oublie souvent, on dit les enfants, ils vont juste nous suivre, ils n'écoutent pas alors qu'il faut communiquer avec les enfants. C'est ça. On se dit qu'ils sont petits, qu'ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils comprennent. Et il avait vraiment, lui aussi, l'impression qu'il passait de A à Z de manière un peu trop brutale. Et donc, je suis repartie voilà, quasiment 8 mois. Vraiment, et en lui réexpliquant, voilà, qu'on allait vraiment prendre le temps qu'on rentrait, voilà, qu'on allait rejoindre papa. Parce que moi, au moment où je repars, au moment où je viens, déjà, je viens rejoindre mon époux. Et au moment où je repars, je laisse mon époux au Congo. Donc, du coup, voilà, je prépare un peu comme ça, je reformate un peu l'aîné, parce que le deuxième n'avait que 18 mois. Et ensuite, quand je reviens, je suis beaucoup plus prête. Je suis beaucoup plus prête pour mon projet de retour.
pour le lancement de la pharmacie et tout ça, parce qu'en fait, on revient avec un projet concret. On revient pas juste pour revenir, juste parce que c'est un mood, juste parce que les amis sont revenus et qu'on a l'impression, qu'en regardant sur les réseaux sociaux, qui sont bien. Mais c'est un instant T. C'est-à-dire la petite photo que tu vois en bordure de plage ou au bord d'une piscine, c'est un instant T. C'est peut-être pas forcément la réalité de son quotidien. La réalité tu aussi. vois. Ou voilà, exactement. Et donc du coup, j'ai pris le temps de mieux me formater, de devenir beaucoup plus combative et déterminée à me dire voilà, il y aura des coupures d'électricité. Des fois, peut-être que voilà, il faudra mettre de l'eau dans la bâche, ou peut-être que voilà, il faut penser à mettre un élévateur, le surpresseur, toutes ces choses là d'à côté qu'on connaît pas. D'acquise, Voilà, oui, c'est on ça. réalise qu'on a, on a beaucoup de privilèges. Exactement. Et de se dire aussi, parce qu'en fait, en réalité, tu as une qualité de vie qui te coûte 2 fois plus cher qu'en Occident. Mais ici, tu vas devoir payer tout ça. Tu vois, ce sont pas des choses qui te sont acquises. Il va falloir te battre pour les acquérir. Et ça demande un formatage. Voilà. Un côté beaucoup plus combatif. D'ailleurs, il y a une blague que j'aime bien dire aux gens, quand on vient au Congo et que tu tiens là, il faut mettre ça sur un CV. Ouais. Capacité d'adaptation. Sur le CV, ça veut dire que tu as une méga capacité d'adaptation parce que tu dois t'adapter vraiment à pas mal de saisons et tu dois vraiment avoir un esprit très résilient en fait. Et ça, j'en parle d'ailleurs aussi dans mon roman, c'est ça, c'est le rebondissement. On ne reste pas à terre. On se relève et on avance. En pensant justement au fait qu'on doit toujours veiller à prendre soin du soi, pas qu'extérieur mais aussi intérieur, mais on ne reste pas au sol en fait. Tout à fait, tu vois. Alors, de cette étape-là, voilà, tu es revenu au Congo et puis tu as donc prospéré à travers tes différentes entreprises. Tu as parlé de la mode. Tu avais une associée à l'époque et aujourd'hui tu évolues seule avec une nouvelle marque, qui s'appelle comment? Ketia, d'accord? Et donc Ketia, c'est un concept store également dans lequel justement tu exposes également les articles Koteya. Alors, tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc du coup, le Ketia Concept Store représente Roselyne. Voilà. Ça me représente moi dans mon entièreté. C'est-à-dire que dans le bureau, je reçois mes échanges Morija et au niveau de la boutique, donc du coup, il y a les articles, les vêtements du coup de Ketia et il y a le Koteya. Parce que dans le Koteya, je conçois des jeux et moi, je promeus vraiment tout ce qui est super éducatif afro-conscient. Donc voilà, donc c'est de la lecture pour les Africains, conçue par les Africains, les jeux pour découvrir le continent et tout ça rend beaucoup plus ludique et agréable en fait l'apprentissage de nos enfants sur le continent. Tu vois, parce que c'est vrai que non, à l'école, moi j'ai fait mon primaire et mon collège au Congo. C'est vrai que j'ai appris plein de choses sur le pays, mais ce que je voudrais, c'est d'avoir des enfants qui soient aussi capables non seulement de connaître le Congo, mais aussi de connaître le continent, tu vois, et d'aimer le continent africain. Parce que identitairement, pour moi, c'est très important, tu vois, qu'ils se disent, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être congolais. Parce que, en fait, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois, les deux, ça va ensemble. La fierté d'être du continent africain et la fierté d'être congolais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'afro-conscient pour les parents, non seulement comme moi, qui ont évolué pendant longtemps pendant longtemps à l'étranger et qui sont revenus chez eux, qui ont eu pendant un moment donné une conception de la vie très occidentale, mais qui veulent avoir la fierté de dire à leurs enfants, hey, le continent africain, c'est beau, ça fait bon d'y vivre, c'est intéressant, voilà. Et qu'on n'ait pas des enfants qui aient le complexe de se dire, ah, il faut aller en Occident parce que là-bas, c'est toujours mieux et tout ça. Il y a du positif et du négatif partout. Et ça, on l'entend aujourd'hui dans le discours de nos enfants. Ils n'ont pas nécessairement envie de rester quand ils vont à l'étranger. Ils vont en vacances, mais ils ont envie de retourner à leur base, quoi, parce qu'ils aiment justement ce qu'ils apprennent, ce qu'ils voient, notamment dans des environnements où ils ont des parents qui insistent sur cette notion-là de panafricanisme et d'amour de la patrie, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que moi, par exemple, je fais le choix pour mes enfants. Je veux absolument qu'ils passent le CEP. Tu vois? On n'a pas, non, enfin, dans le système français, il n'y a pas ça. Mais je tiens à ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre c'est quoi le foulakari. Ils vont apprendre c'est quoi un cahier. Ah, maman, un cahier, les voitures, elles sont comme ça. On a dit ça à l'école. On a dit ça de telle région. C'est quoi la sangha? C'est quoi? Tu vois, c'est important qu'ils apprennent ça. Et après ça seulement, je les mets dans un système beaucoup plus occidental parce que je les prépare, justement, pourquoi pas, à un avenir d'après. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des challenges chez nous sur l'après-bac. Et donc, à partir du collège, je les prépare sur l'après. Mais je veux que, en tout cas, jusqu'au CM2, qu'ils aient vraiment ce CEP-là. Parce que je trouve qu'aussi, ça crée un côté compétitif.
déjà très tôt, et ça, ils vont en avoir besoin. C'est ça. Et puis, on voit hein, cette barrière de la compétition qui a été un peu supprimée Ouais. à l'extérieur pour des raisons de toutes ces nouvelles notions qu'on a, de la neutralité, de la perception, qu'on n'accepte pas ici parce que c'est pas notre culture, mais qu'on peut respecter en tout cas. Ouais, bien sûr. Mais justement, pour que les enfants soient prêts à faire face, il faut qu'ils aient des bases solides, hein, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et donc, moi, ma question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment tu fais pour équilibrer tout ça? Parce que du coup, aujourd'hui, 4 enfants, avec une profession fixe, donc une officine de pharmacie que tu as à Pointe-Noire, qui est située pas très loin d'Orca d'ailleurs, Pointe-Noire, très facile d'accès. Comment ça s'appelle encore? Pharmalife. Ah, je connais un petit peu. Et donc, comment tu fais pour avoir Pharmalife, la boutique et la famille à gérer à côté? C'est vrai que au début, c'était pas facile de pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Le premier truc, c'était déjà de faire asseoir Pharmalife, parce que c'était quand même mon gros bébé. Voilà, je suis quand même partie à l'université pour ça, avec un doctorat, donc c'est vraiment important de faire asseoir ça. Et j'ai la grâce d'avoir une bonne équipe, des gens qui comprennent comment ça fonctionne, des gens qui ont été formés pour ça. Et donc ça, c'est important, que des fois, quand je suis au bureau, que je suis pas au comptoir, voilà, je suis pas loin, mais ils peuvent quand même gérer. Et ensuite, pour tout le reste, pour moi, il y a un fil conducteur. De nature, je suis vraiment quelqu'un qui aime bien voir les gens, trouver des énergies positives autour de moi, vraiment être bien autour de moi. Et quand je conçois le vêtement, le but c'est ça, c'est de me dire que la femme quand elle le porte, voilà, qu'elle soit fière de porter du Made in Congo, qu'elle soit fière d'être belle dans son Made in Congo, et tout ça. Et pareil aussi, former des équipes qui soient capables aussi de comprendre. Donc vraiment, le plus difficile, je pense, c'est de trouver un support système qui comprenne ce qu'on attend, qui comprennent ce qu'on veut transmettre aussi à son client. Et comme ça, après, les gens, ils sont capables de suivre, en fait. Donc, on peut gérer par téléphone. Je suis pas à l'atelier tous les jours, forcément. Voilà. Et pour Côtéa, c'est très saisonnier, parce que quand je fais, généralement, c'est en fin d'année que je suis vraiment focalisé dessus, sur ce que je dois produire pour les fêtes de fin d'année, parce que généralement, c'est la période où les gens offrent vraiment du Côtéa. Ils mettent ça dans leur paquet cadeau pour la fin d'année. Donc, pour moi, c'est assez saisonnier. Entre octobre et décembre, je suis très focalisé dessus. Sauf pendant la période où j'ai fait des émissions, où là, effectivement, tous les 2 mois, on avait une équipe aussi, avec une excellente équipe d'ailleurs, avec des femmes de cœur que j'aime beaucoup, qui étaient là, associées à moi sur cette cause-là, qui est celle de la parentalité et de l'éducation. Et ensuite, Morija, pareil, je veux dire, c'est tellement mon moi, en fait, que moi, je n'ai pas l'impression de trop donner. Non, vraiment, je n'ai pas l'impression de trop donner parce que c'est ce que je fais tout le temps. En fait, Morija, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que tu serais capable de faire sans qu'on te paye. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Si on t'enlève tout, on te laisse que ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ma respiration, tu vois. Donc je n'ai pas l'impression de faire quelque chose. Je n'ai pas l'impression que ce soit une casquette de plus. Et là aussi, pareil, je travaille aussi avec une équipe de 2 femmes aussi qui se sont associées aussi à la cause et qui, avec moi, avancent. Donc, quand on prépare des événements, je ne suis pas seule sur la plateforme. Et ce qui est important, c'est ça. C'est de savoir aussi ne pas être nombriliste, de se dire que, comme le proverbe africain, hein, c'est seul on va loin, mais à plusieurs, on va plus vite. Tu vois, donc, si je veux atteindre mes objectifs, j'ai la grâce de pouvoir regarder autour de moi et de me dire, OK, telle personne, regarde, je lui explique, voilà, j'ai ça comme projet, et d'avoir des bonnes personnes qui s'associent justement à la vision pour que je puisse donner vie en fait au projet. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est comme ça que j'arrive à faire toutes ces choses-là. Et donc, au final, tu emploies ou tu as autour de toi combien de personnes? Emploie une dizaine, au total, sur toutes les fans, sur tout ce que je fais, c'est une dizaine de personnes. Mais je pense que j'interagis sur des projets avec peut-être une vingtaine de personnes. Tu vois, en interaction pour donner vie, pour donner un corps à toutes les plateformes. C'est ça, avec les prestataires, les consultants, etc. Ça, donc quand même une équipe d'une vingtaine de personnes exactement. en permanence. C'est ça. Très bien. On retiendra effectivement que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et c'est cette équipe-là, ce support système, comme tu disais, qui nous porte. Et donc on va y aller dans le vif du sujet, du livre d'Imela, parce que j'ai très hâte de comprendre comment tu as fait pour pouvoir concilier le tout en fait dans un roman. Qui parle à toutes ces jeunes femmes. Je vois les retours aujourd'hui et je me dis que l'impact est réel. Il est réel. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé à la phase d'écriture? Bon, déjà, la phase d'écriture, période de deuil. Donc, une période assez particulière de ma vie parce que
lorsque je perds mon père, je suis alitée. Bon, moi, je suis la dernière de ma famille, très, parfois, tu le sais. Donc, pour vous qui savez pas, très attachée aussi à mon père. Et quand il part, je suis alitée. Je peux pas venir à la veillée. Je peux pas être présente à l'enterrement. Et pour moi, c'est un choc. Et là, la tradition, en fait, parce que c'est à cause de la tradition que je peux pas faire toutes ces choses-là, parce qu'on me dit tu es enceinte. Et vu le lien, voilà, parce que comme c'est ton père et tout ça, tu peux pas être là et tout. Donc déjà, je le vis très mal. Donc là, c'est pour moi déjà un sentiment de rejet, d'injustice, parce que je me dis la tradition m'empêche de faire mon deuil. Je le vis très mal. Et pendant cette période-là, du coup, j'échange avec un ami qui me dit, Rosine, je te vois vraiment, je suis quelqu'un de très solaire, de très, voilà. Et il me dit, je te vois t'éteindre, écris. Tu vois, il me dit, écris. Et lui, il avait déjà passé l'étape du livre, Tonton Fabrice, que je salue. Et il me donne des tips. Il me dit tous les jours, essaie de noter. En fait, toutes les choses qui te rangent, qui te dérangent, mets-les sur papier. Et moi, j'ai toujours été une femme à carnet. Alors, j'ai toujours des carnets. J'aime bien écrire mes projets, mes pensées et tout ça. Et pendant 3 ans, j'essaie de sortir ce livre sans jamais y arriver. Sans jamais y arriver parce qu'en fait, ça me demandait d'aller beaucoup trop au fond de moi, d'aller chercher vraiment des mots qui aillent guérir mes mots MAUX. Et ça, c'est très difficile à faire parce que tu fais face à ton toi intérieur de manière tellement frontale que ça demande beaucoup de force. Tu vois, ça demande beaucoup de courage. Et je pense que c'est une audace que je n'ai pas eue pendant 3 ans. Clairement, pendant 3 ans, je n'ai pas eu cette audace-là parce que j'ai commencé, j'ai arrêté. Vraiment, la page blanche était là. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a eu plusieurs titres parce que je commençais, tac, tac, tac. Et après, quand il fallait que j'aille chercher, je m'arrêtais. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Jusqu'à un soir où j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, en fait, parce que ça devait vraiment être pour moi un exutoire. Et ce soir-là, ça a été tellement, mais tellement difficile, mais c'était le bon soir. Tu vois. Et je me souviens, tout le monde était couché, la maison était calme, j'ai sorti mon PC. Et là, j'ai commencé à écrire. Et pendant 2 jours, j'ai écrit de minuit à 4 heures du matin en pleurant. Mais vraiment, c'était comme si j'étais en transe. Parce que ça sortait et ça coulait. Mais c'était douloureux, mais c'était utile, tu vois. Et j'étais comme ça. Et j'ai réalisé que finalement, cette étape de deuil, en fait, que l'histoire, en fait, ce soir-là, l'histoire était claire, celle que je devais raconter. Et j'ai réalisé qu'en fait, cette situation de deuil m'emmenait à me rappeler toutes les femmes qui avaient vécu des moments difficiles. Et même les hommes, les personnes avec qui j'interagis et qui ont vécu des situations émotionnellement fortes et douloureuses. Et ça m'a ramené moi-même aussi à des situations comme ça et que je pensais avoir gérées. Mais je me suis dit, en fait, non. Des fois, on a l'impression, on avance comme ça, on a l'impression d'avoir géré un passé. En fait, non. Et ça a été tellement comme ça le deuil, une cassure, une telle douleur que ça a ravivé finalement plein d'interrogations. Et je me suis dit, waouh, il fallait que j'écrive. Et c'est là que, en tapant, je me suis dit, en fait, la vie, en fait, mon raisonnement, c'est, la vie, c'est tellement un cheminement. Tu vois, à chaque fois que tu marches, tu penses avoir géré des choses. En fait, sur le chemin, si tu ne gères pas, ça te rattrape. Et pourquoi il met là? Parce qu'en fait, il met là en Yoruba, ça veut dire merci. Et il y a un chant chrétien que j'aime beaucoup qui est justement titré Imela et de Daniel Basset, je crois que c'est ça l'auteur, et qui veut dire, et le chant, c'est un chant d'action de grâce qui veut dire merci à Dieu. Et ce soir-là, je voulais ça. Je voulais vraiment dire merci. Parce que je sentais qu'en écrivant, c'était un exutoire pour moi, une délivrance, une libération. Et c'est tellement vrai parce qu'à la fin du premier jet, j'étais libérée d'un poids. J'étais T'as fait ton deuil plus rapidement, voilà, tu penses? ça. Et ça m'a aidé, en tout cas, à faire l'étape de l'acceptation. Parce que moi, j'ai eu du mal à faire cette étape-là parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas vu enterrer. Et j'avais bloqué, inconsciemment. Mais je pensais que j'avançais. Et en fait, je faisais tellement des up and down. C'est-à-dire, des fois, je me levais et je pleurais encore. Et je me disais, non, ça, c'est pas bon, ça. Ouais. Jusqu'à ce soir-là où je me suis dit, non, il faut avancer parce que sinon, j'avais l'impression que ça me retenait et que ça m'empêchait de me déployer, tu vois, d'avancer et finalement de pouvoir concrétiser d'autres choses que je voulais réellement faire de ma vie, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que dans la vie, c'était important vraiment de guérir, de mettre un mot sur ses blessures pour pouvoir s'envoler, sinon on fait un surplace et c'est pas bon. Écoute, c'est marrant parce que sur ce plateau, du coup, moi, ça me ramène à comment est-ce que moi j'ai vécu cette étape-là aussi, parce que moi non plus, j'avais pas pu être là.
Autant, donc quand tu arrives au bureau ici, on pensait que quand je disais que j'ai ma petite maman qui vient, on s'attendait à ce que ça soit une vieille Une dame. mamie. Et là, on se rend compte qu'on a un écart qui est pas très grand et qu'on a eu des enfants pratiquement en même temps. Un écart de 6 mois, ils ont C'est ça. 6 mois. Exactement, Et ouais. donc, du coup, moi qui mets au monde 15 jours avant le décès de Pépé, donc qui est très affecté également, à l'étranger, je ne peux pas bouger, je dois me concentrer sur cette étape-là. Donc, l'écriture de ton livre, et puis bah, toute cette traversée-là, ça a été une motivation pour moi aussi pour rester forte et de me dire que, ok, il va falloir que moi aussi je fasse mon deuil de mon côté parce que je peux pas rester bloquée. Sinon, ça va être très difficile pour ces petits enfants que nous sommes en train de porter actuellement, quoi. Et donc, ah oui, c'est très puissant. Et du coup, donc, c'est quoi l'histoire d'Imela alors? Alors, l'histoire d'Imela, c'est l'histoire d'une femme qui aime profondément le Seigneur. Tu vois, c'est une fille très pieuse, très carrée, issue d'une bonne famille, bonne éducation, avec une ouverture sur le monde. Vraiment, elle a voyagé, elle étudie à l'étranger et tout ça. Et puis, voilà, elle rentre au Congo, elle lance sa structure, elle est bien entourée et tout, mais elle est en quête d'amour. Et sur ce cheminement, justement, où elle est en quête d'amour, on lui présente quelqu'un un soir et elle pense être tombée sur le bon gars, tu vois, vraiment le gars, quoi. Et jusqu'au jour où elle réalise qu'en fait, c'est un gars d'une duplicité terrible. C'est-à-dire, il a plusieurs identités dans un. Et quand elle découvre ça, c'est vraiment L'histoire là, de toutes ces voilà, femmes, non, mais quoi. là, elle tombe des nues, elle se dit non. Et puis elle découvre ça sur les réseaux sociaux, voilà. Et comme on est dans une génération très digitalisée, dans une période vraiment où les gens sont très RS, et je me suis dit non, je vais présenter ça comme ça pour que vraiment les gens puissent se retrouver. Et d'ailleurs, pour ça que Imela n'a pas d'âge. Et même mon fils de 15 ans, quand il a lu, il dit, oh maman, oh, mais c'est quoi et tout, le gars là, ce qu'il a fait, Imela. Il dit oui, tu vois, et des gars de ton âge aussi qui font ça. Et, euh, et donc franchement, Imela, elle tombe des nues. Et c'est là elle se pose la question. Elle se dit, parce que avant qu'elle rencontre ce gars, elle est vraiment en mode, je suis seule, Seigneur, à quand mon gars? Et quand le gars apparaît, elle se dit, ah là vraiment, Dieu a fait grâce. Ah là vraiment, Imela quoi, action de grâce. Mais c'est Dieu a cette fait grâce. prière qui a pas de contexte ni de critères C'est qui peut ça. t'emmener à tout et n'importe quoi. C'est ça. Parce que C'est tu pour dis, ça tu que veux ça. quelqu'un? Ouais, C'est vas-y. ça. C'est pour ça que c'est important quand tu pries d'être précis. Tu Exactement. vois. Je dis, c'est ce que la Bible nous dit. Quand tu pries, il faut que tu demandes au Père ce que tu veux. Mais on a souvent tendance à dire, je veux un gars. Tu vois. Mais quelle qualité? Ouais, c'est ça. Je veux de la Donc, compagnie. du coup, Ah des bon, fois, tu es tu as sûr? l'impression il t'a répondu. Il a peut-être encore rien dit. Toi-même, tu as engagé la réponse. Ça. Tu vois. Et donc, du coup, elle pense être tombée sur le bon. Et puis, donc, c'est là qu'elle tombe des nues. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'en fait, elle découvre aussi autour d'elle quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais qui réellement va représenter son support système à ce moment-là. Vraiment, quelqu'un sur qui elle va s'appuyer. Et c'est pour dire aussi que, tu vois, des fois, on se dit, ah, telle personne est trop jeune. En fait, ça compte pas, quoi. Mais en fait, non. Des fois, c'est du plus jeune que sortira la plus grosse sagesse. Et donc, il faut pas rejeter les gens en se disant, je peux pas compter sur telle personne. Ah, elle a que tel âge. Non, en fait, non. Faut pas penser comme ça. Le Seigneur, il fait ce qu'il J'en veut. sais quelque chose. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, dans la saison qu'il veut. Et donc, c'est ça. Donc, la grâce qu'elle a, c'est justement d'être bien entourée. Et c'est là que je mets aussi en avant l'importance de la connexion, avec qui tu te connectes dans certaines saisons de ta vie, et que des fois, il y a des moments dans ta vie où les gens vont juste apparaître pour faire du bien précisément et elles vont partir. Il faut pas mal le vivre, en fait. Et donc voilà. Donc en fait, après, le cheminement du livre, c'est que Imela, elle rebondit et la fin est magnifique. Et voilà. En fait, c'est ça. En gros, c'est ça l'histoire du chemin d'Imela. Écoutez, il faut vous le procurer, il faut juste en faire la lecture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté à tous les âges. C'est ça. C'est vraiment, on peut le lire adolescent comme adulte, dans une saison de tristesse comme dans une saison où on est très bien assis et que on peut se remémorer justement le chemin parcouru. Exactement. Parce que parmi les retours que j'ai de lectrices, j'ai vraiment plusieurs âges. Et ce qui est bien, ce qui est troublant et qui même moi m'a dépassé, c'est de voir autant de femmes me dire, Rosine, quand je lis le livre, c'est moi. J'ai l'impression que tu racontes mon histoire.
tu vois. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait des 2 soirées, ou des 2 premières soirées, parce qu'après, ça a été beaucoup plus fluide, mais vraiment, les 2 premières soirées, j'étais comme en transe. Donc, ça veut vraiment dire, déjà pour moi, ça me renvoie à un message important, c'est l'obéissance, tu vois. Si je m'étais retenue pendant cette saison-là, peut-être que je n'aurais pas sorti ce livre-là de cette manière-là. Et donc, c'est important de pouvoir s'écouter et des fois de se soumettre à cette force qu'il y a des fois, moi j'appelle ça le Saint-Esprit, d'autres personnes vont l'appeler autrement, tu vois, ou l'intuition, de se soumettre et de se dire c'est la saison, et alors que j'accouche de ci, de ça. Et c'est aussi pour ça que je dis toujours aux gens, quand il faut accoucher de quelque chose, fais-le. Moi, j'ai l'air éclectique comme ça, en faisant plein de choses. Mais en fait, tant que ça peut faire du bien aux gens, ben, je ferai. S'il faut que demain, je me rajoute une autre casquette, mais qui soit utile pour des gens, ben, je le ferai. C'est ça. Parce que je pense que l'être humain a tellement de capacités, mais qu'on se retient des fois par peur, ou parce que le regard des gens, ou parce que le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses qu'il faille tuer pour ne pas se limiter, en fait. Et ça, quand tu mets ça en contraste avec la femme congolaise que tu as découvert, en tout cas redécouvert en rentrant donc à cet âge de femme adulte, comment est-ce que tu penses qu'on te perçoit? Et qu'est-ce que tu penses que tu apportes concrètement à ces femmes-là qui restent dans une case et qui sont peut-être un peu timides? Parce que la femme congolaise, elle est timide, mais en vérité, elle a une forte personnalité. Et tu penses que toi, tu viens lui apporter ce courage-là d'extérioriser, d'externaliser un peu plus? Ouais, je pense que après moi quand je fais les choses, je fais pas vraiment les choses en me disant je vais prouver A. Mais c'est vrai que des retours que j'ai des plus jeunes ou des femmes de mon âge, c'est de se dire ah franchement Roselyne, super pour ton courage. Et ce qui est bien, c'est que je pense sincèrement que quand on voit quelqu'un d'autre faire, ça nous permet aussi de nous dire si elle peut faire, peut-être que moi aussi je peux. Et donc je pense que beaucoup de gens, beaucoup de femmes autour de moi aussi osent maintenant aujourd'hui, tu vois, à force d'interaction. C'est vrai que j'ai des retours de femmes qui disent franchement, Roselyne, grâce à toi, je me suis levée, j'ai osé faire telle chose, telle chose, telle chose. Je pensais que j'en étais pas capable, mais aujourd'hui, voilà, j'ai osé faire ci, ça. Parce que aussi, ce que je renvoyais comme information, c'est vraiment, tu es capable. Tu vois, tu es capable. Le problème, c'est que on se soucie trop des on dit, tu vois. Qu'est-ce que les gens vont dire d'eux? Mais en fait, quelqu'un qui va dire là, il a sa vie, tu vois. Donc toi maintenant, est-ce que tu veux réduire ta vie à sa vie ou est-ce que tu veux vivre ta vie pour toi? Est-ce que tu veux que ta vie compte et que réellement tu veux une vie d'impact ou tu veux juste passer dans l'anonymat et que toi, tu préfères peut-être rester caché? Après, c'est un choix de vie, tu vois. Mais moi, j'encourage les gens parce que je pense que tout le monde est né pour un but et qu'on est vraiment tous nés pour faire quelque chose dans la vie de l'autre, apporter quelque chose de positif, être une source de bénédiction. Et on peut pas l'être dans la retenue, tu vois. Et donc, il faut vraiment être en mesure de se dire quelles sont mes capacités, quels sont mes dons, quel est le trésor que je cache en moi pour pouvoir sortir ça et bénir des vies. Et j'encourage vraiment les gens à bénir des vies en faisant un peu un espèce de don de soi, de tous les trésors cachés et de ne pas se limiter par la peur et par le regard des gens, et par ce syndrome de l'imposteur qui en réalité est juste une combinaison des deux. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment la peur et le regard des autres qui font le syndrome de l'imposteur. Parce que le truc, c'est de se dire, mais on va dire que je ne suis pas légitime. Comme moi, je me suis posé d'ailleurs hein, cette question par rapport au livre. Qu'est-ce qu'on va pas encore dire? Ah, encore, elle est partie écrire celle-là. En fait, qu'est-ce qu'elle peut pas faire? C'est ça, exactement. Elle veut tout faire. Oui, ben, si je veux tout faire, ben, je ferai tout. Et je dis, si c'est pas le Seigneur, personne ne me limitera. Vraiment, vraiment. Comme tu disais, on parle d'une lumière qui jaillit, en fait. Et la lumière, elle est faite pour briller. Il faut pas avoir peur qu'elle éclate dans nos yeux. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu vois la couverture, Imela, elle va vers une lumière. Exactement. Elle se dirige vers une lumière. Tout est très bien traduit en images. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup, justement, de citations dans le livre en rapport avec la lumière. J'ai fait la lecture de ce verset biblique de « Garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie », donc Proverbe 4, verset 23. Mais j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi ta citation préférée dans ton roman et comment est-ce que tu l'interprètes? Moi, j'en ai plusieurs. Et j'en ai même une que j'aime beaucoup, c'est « Tu n'es pas un écho, tu es une voix ». Mais aussi, ce n'est pas ta fin, c'est le début de ton alignement.
Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est pas nécessairement la Bible, hein. Non, non, Ça, non. c'est toi, hein. Ça, Oui, c'est ça, vraiment, ça, c'est c'est pas nécessairement la Bible. c'est des citations qui peuvent être Voilà. très à la mode sur Insta. C'est ça, c'est exactement ça. Mais aussi, mais il y a un passage, je sais que j'aime beaucoup, où il met là, justement, dans tout le tourment. Donc, le texte dit ceci. Et là, dans ce silence du matin, elle fait une prière simple mais puissante. Seigneur, rends-moi capable d'aimer sans me perdre. Aide-moi à garder mon cœur comme un trésor. Et à le confier seulement à ceux que toi, tu choisis. Alors, je parlais justement de l'importance des connexions et de vraiment de son environnement. Là, on est à quelle page? Page 41. Ah, d'accord. On est voisines. Surtout. Je suis la route. Ouais. Et après, le livre dit ceci, puis ses yeux tombèrent sur un autre verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Elle baissa la tête, une larme silencieuse coula, puis elle dit, je reviens. Pas parce que je mérite d'être aimée, mais parce que je sais que toi, tu ne m'as jamais quitté. Waouh. Voilà. Et j'aime beaucoup ce passage parce que il parle de l'omnipotence de Dieu, tu vois, dans notre vie. Et parce que des fois, on traverse des moments difficiles et on a l'impression qu'il est pas là. Mais en fait, même dans le silence, il est là, en fait. Et ça, cette partie-là, ça marque ça. Et j'aime beaucoup ce passage, en fait. Magnifique échange, merci beaucoup. Avant de clôturer, j'aimerais que tu puisses, sur la base de cette citation et de tout ce qu'on s'est dit, adresser donc un mot aux jeunes, pas seulement les jeunes femmes, parce que tu t'adresses toujours aux jeunes hommes comme femmes. C'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai les jeunes hommes ont l'impression d'être délaissés aussi, qu'on target beaucoup sur la femme, qu'on lui donne tous les enseignements, tous les accompagnements, alors que eux aussi, ils en ont besoin. Alors voilà, un message universel en regardant ta caméra. Tac. Alors vraiment, message universel, c'est de dire aux hommes et aux femmes qui nous regardent qu'on ne guérit pas de ce qu'on n'exprime pas. Voilà, j'ai écrit un roman qui parle beaucoup des mots, du coup des douleurs qu'on a au fond de soi, des douleurs de son âme. Et moi, je voudrais juste inciter à pouvoir les exprimer. Voilà, à quitter la cape du super boss, de la Wonder Woman, et de juste accepter sa vulnérabilité face aux bonnes personnes. Et je prie vraiment que vous ayez autour de vous, que vous puissiez toujours choisir la bonne personne, mais avoir la capacité de pouvoir exprimer ce qui vous fait mal pour pouvoir guérir. Parce que quand on ne guérit pas de son mal, ben, le problème c'est que plus tard, on peut faire des choix qui nous feront encore plus mal plus tard. Donc voilà un peu le mot de la fin. Et aussi, on peut finir par blesser des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec ce que nous avons vécu, qui sont prêtes à tout nous donner et qui ne rentrent finalement pas dans la bonne saison dans nos vies. C'est à ce moment-là que ces personnes-là, elles aussi se rendent compte qu'elles en donnent trop à des personnes qui n'étaient pas prêtes. Et c'est le cycle de la vie. Vicieux. Donc, tant qu'on n'est pas prêt, on va toujours s'allier à des personnes qui ne le sont pas non plus. Et c'est vrai que guérir de ces blessures, ça nous aide à finalement faire les magnifiques rencontres au bon moment et lorsque Dieu nous le permet, c'est ça? En tout cas, ça. Merci encore pour cet échange, ça fait bizarre, hein? Ouais. Clairement. C'est moi, c'est toujours moi, mais bon, j'ai mis ma casquette aussi, moi aussi, hein, j'ai mes casquettes aujourd'hui, c'est quoi? Je suis pas bébé Isola, c'est quoi? Non, c'est ce que je vois, non, mais je suis tellement fière de toi aussi. Merci. Et c'est bien, forcément, je pense que voilà, je suis un modèle pour toi, mais toi aussi, tu me renvoies aussi une image aussi challengeante de se dire, voilà, si la fille peut faire comme ça, devenir comme ça, et moi, en tant que mère, je peux pas abandonner. Ah, tu peux pas lâcher. Non. Ah, c'est la partie là. En tout cas, on lâche rien. Et merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci pour cet échange. Et on se dit à très bientôt encore pour une nouvelle découverte dans les débriefs de Cindy Said.